Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours avec Alain Boer. 2 livres, Alain Boer. Menace sur Taïwan, Opération Zelensky. La guerre qui est, la guerre qui vient. Voilà. On peut les intervertir, on peut les lire dans l'ordre que l'on veut. Absolument. Voilà. Et on les recommande et on y reviendra dans quelques instants. Les opérations ukrainiennes et la riposte russe, c'est la grande question de la soirée. Quelle sera la riposte russe? Et notamment, les Américains parlent de la possibilité, parmi d'autres, d'une riposte de type nucléaire tactique. Vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, les opérations ukrainiennes, elles continuent. Il y a une forme de défi à la Russie qui est très impressionnant. Chaque jour, une opération audacieuse. Alors certaines sont encore plus audacieuses que l'autre. Rappelons l'enchaînement. Le bombardement sur les bombardiers à Olenia, les sabotages de trains à Koursk, à Briansk, le pont de Crimée, l'opération Tupolev, l'opération Iskander et une suite aujourd'hui avec les sabotages de trains encore dans la région de Koursk et de Briansk. Comment est-ce que vous comprenez la stratégie ukrainienne? Pourquoi cette accélération de leur part? Alors pour plusieurs raisons, je pense. La première, c'est montrer qu'ils ne se laisseront pas faire et que l'idée qu'ils ne seraient que dominés et soumis n'existe plus depuis l'épisode dans le bureau ovale. Puisque vous voulez prendre des décisions à notre place, on va vous montrer ce que c'est que. Et il faut savoir que depuis le début, ce que disait Vladimir Poutine pour justifier l'annexion, invasion rapide de l'Ukraine, car c'est le même peuple que la Russie, d'un point de vue militaire, exactement. Vous vous rappelez, au tout début de cette opération, je disais ce que disait un des plus proches conseillers de Vladimir Poutine, qui disait « Nous savons souffrir comme personne ». Ils savent souffrir comme personne, et en fait, du point de vue résilience et résistance, ils ont les mêmes compétences, les mêmes capacités que les Russes. Ils étaient entre un tiers et la moitié des dispositifs militaro-industriels de l'ex-URSS. Ils en ont gardé les compétences, l'efficacité, l'intelligence et la résilience et la résistance. Et ce point de vue-là est donc un équilibre nous sommes capables de tout. Il y a un côté coriace. L'adjectif vient sur... Ils sont coriaces. Extraordinairement coriaces. Et ils ont cette capacité... voilà, c'est le petit village gaulois qui est un grand pays et qui est en train de démontrer qu'avec ses propres moyens, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, notamment en matière de drones, dès le début, on a vu apparaître les grandes révolutions de la guerre en Ukraine. C'est la décentralisation du renseignement et du commandement, la mirvisation, la capacité à avoir de nombreuses cibles en même temps avec des unités très véloces, très petites, la guerre de guérilla, la guerre de mouvement, qui est une tradition historique dans l'espace est-européen, et puis la technologie, leur capacité à passer du hacking plutôt criminel au hacking plutôt défensif. Ils n'ont pas peur, c'est ça qui frappe dans toutes les opérations. L'accélération aussi qualitative, il n'y a pas seulement quantitative. Les Occidentaux leur ont dit attention au pont de Crimée, c'est peut-être dangereux. Ils vont au pont de Crimée. Aller très à l'intérieur de la Russie, rappelez-vous, les Occidentaux essayaient de leur retenir le bras. On a l'impression que toutes les peurs ont sauté. Il faut s'arrêter en particulier à l'affaire du bombardier, des bombardiers. Cette opération très audacieuse, très inventive, les drones. 5 bases essentielles, qui sont les bombardiers stratégiques nucléaires russes, qui sont vieux. Ce sont des appareils d'un autre âge, qui n'ont jamais modernisé à la différence des Américains. Mais oui, le fait qu'ils aient détruit entre 10 et 40 de ces bombardiers est un événement absolument majeur, qui montre d'ailleurs la faiblesse de la capacité russe à protéger en profondeur, tellement eux-mêmes étaient persuadés qu'ils n'étaient pas atteignables, alors même qu'on a eu 1 ou 2 drones qui étaient même arrivés sur le palais présidentiel à Moscou. Vous qui travaillez tellement avec les services secrets, il y a quand même là quelque chose d'abouti dans le secret, la préparation, le fait qu'ils ont pu utiliser des camions sans que les chauffeurs de camions soient au courant même du chargement qu'ils avaient. Tout ça est du bijou d'opération. Oui, mais ils ont tout appris des Américains. Dans Opération Zelensky, je rappelle comment un homme, William Stephenson, avait créé le premier service de renseignement privé à la demande de Winston Churchill et Franklin Roosevelt pour créer des opérations d'enfumage, de sabotage, de renseignement sur l'oreiller, d'opérations très ciblées sur des individus ou des sites majeurs. En fait, on n'a jamais rien inventé, mais on réinvente et on modernise ce qu'est le cœur du renseignement opérationnel moderne. Et de ce point de vue-là, tout est impressionnant de reproduction, d'amélioration et d'accélération. Et les Ukrainiens ont montré, y compris parce qu'ils ont une histoire industrielle
moderne, une histoire technologique moderne, leur capacité à se réinventer en disant vous ne voulez pas nous donner des armes de longue portée, pas de problème, on va les faire nous-mêmes. Ils ont détruit la quasi-totalité de la flotte russe en mer Noire avec des jet skis, avec des contacteurs de porte, du Semtex et un Starlink pour les guider. Des petites unités pas chères qui ont détruit d'immenses navires très chers et irremplaçables pour les Russes, comme ils ne peuvent pas remplacer leur Tupolev et comme ils ne peuvent pas remplacer leur A-50, qui sont des avions de coordination électronique dont ils avaient un nombre très réduit. Ils en ont plus que 2 sur 5, les Tupolev et ça. Si on considère que la perte est entre 10 et 40 appareils, c'est la plus grosse perte de l'histoire aérienne russe. Cette Russie qui encaisse, elle encaisse. Et si la même chose arrivait aux États-Unis, ce serait évidemment un scandale énorme, les ministres sauteraient. Enfin voilà. On a l'impression qu'elle encaisse, mais on ne sait pas très bien si c'est rassurant ou inquiétant. Comme si on ne savait pas quand elle va réagir, comment elle va réagir. Et il y a là une part, disons, d'inconnu. Elle va réagir parce qu'elle ne peut pas ne pas réagir, comme elle l'a fait chaque fois qu'il y a eu une attaque symbolique. Alors celle-ci atteint un tel degré de symbolique que même les médias russes ont eu beaucoup de mal à cacher les choses. Et puis il faut savoir qu'il y a, curieusement, les médias les plus durs, les plus va-t-en-guerre sont les plus critiques sur la situation de l'armée russe. Ce sont ceux qui donnent le plus d'informations. Les réseaux sociaux sont extraordinairement développés, y compris certaines chaînes d'information ou de désinformation, on les appellera comme de propagande, n'hésite pas à critiquer la désorganisation de l'armée, le manque de préparation, le manque de protection. C'est un ratage, oui, incroyable. Mais on n'est pas dans... voilà. Et puis la Russie encaisse, nous savons souffrir comme personne. Le peuple russe considère que les raisons de la guerre sont légitimes. Il s'est mis ça dans la tête et de ce point de vue-là, Vladimir Poutine a vraiment surfé sur une espèce d'idée de la grandeur perdue de l'Empire, pas tellement de l'URSS, de l'Empire au sens large, de récupération de ce qu'a été l'Empire, et particulièrement d'un empire russe qui n'a jamais vraiment existé, qui est l'Empire purement orthodoxe. Un peu ce que disait Mikhail Gorbatchev au début de la chute du mur, en disant attention, il y a 3 lignes rouges, Kaliningrad, l'enclave européenne de la Russie, on va dire, avec le corridor de Souvalki, et puis évidemment la Géorgie et l'Ukraine. Le reste, on peut discuter, ça on peut pas. Quelle est la part inquiétante de cette tradition ? Hier, à votre place, il y avait l'amiral Vendier, une des têtes de l'OTAN, qui il faisait cette comparaison historique avec 1812 Napoléon, 1941 les Allemands, qui s'approchent, qui vont très à l'intérieur de la Russie, et puis à un moment donné, il y a le contre-coup de l'ours russe, très brutal et efficace. Est-ce que ça reste encore une tradition militaire chez eux ? Bien sûr, chez vous, en 2022, j'ai expliqué que c'était la Grande Guerre du Nord, parce que je cherchais à savoir ce que c'était que cette guerre, et j'avais un peu de mal à la situer. La Grande Guerre du Nord, c'est la Russie contre la Suède. La Suède gagne, perd. Par l'usure, la capacité de la Russie à mobiliser des troupes et aller à la boucherie, et la Russie gagne dans la bataille de Poltava, qui est en Ukraine. C'est comme quoi les signes sont toujours là. Là, on est dans une situation un peu inverse. C'est la Russie qui envahit l'Ukraine, qui se fait repousser. L'Ukraine a juste une petite enclave à l'intérieur de la Russie, entre guillemets, historique, mais la capacité de résilience, de résistance, de durabilité, de sacrifice. Perdre 1000 hommes par jour, si c'est effectivement 1000 hommes blessés. Nous savons souffrir comme personne. Sauf que les Ukrainiens, pour la première fois, ne sont ni des Suédois, ni des Français, ni des Japonais, ils sont tombés sur un os. Ils sont tombés sur les mêmes. Et Poutine a raison. Ce sont les mêmes, mais ça marche dans les deux sens. Et donc, la capacité qu'a eu l'Occident à réarmer l'Ukraine et à lui permettre de résister dans un premier temps, puis de se réarmer par elle-même dans un deuxième temps, permet un équilibre technologique et militaire réel. Il reste le problème qui est que l'écart en termes de conscrits reste trop important, surtout avec l'aide des Coréens et d'autres qu'on voit arriver, y compris des mercenaires chinois qui agacent beaucoup Pékin. Mais il y a là un problème qui est tant que les pertes russes sont inférieures à 4 pour 1, les Ukrainiens sont en minorité en termes de renouvellement des troupes. Sauf qu'il n'y a quasiment plus de guerre humaine. Il n'y a plus qu'une guerre de drones. On est aujourd'hui dans un mélange très étonnant entre Matrix et Terminator, pour ceux qui veulent revoir des bons vieux films de science-fiction des années 80, sauf que là, c'est la réalité. La dronisation, les drones kamikazes ou tueurs, tous ces éléments-là qu'on croyait limités à une sorte de vision futuriste impossible sont devenus la réalité de tous les jours. Et du coup,
la zone de front, c'est une zone glacée, où grosso modo, on a juste des drones qui maraudent, et puis qui attendent de trouver une cible et qui tombent dessus, des tout petits drones, pas chers du tout. Et donc, on doit se poser la question, vous avez l'excellent ministre de la Défense, ou des Armées plutôt, M. Lecornu, qui est le grand rénovateur de l'armée française, après qu'on l'ait quasiment détruite pendant 25 ans de diète budgétaire, mais qui est face aujourd'hui à un problème, c'est que nous avons de gros programmes lourds, alors que tout ce qui est en face de nous, c'est des petits programmes légers. Et la question va être, pourquoi faire un deuxième porte-avions ? Est-ce que c'est ça le sujet ou est-ce qu'il faut un porte-drone ? Pourquoi faut-il un SCAF dont le patron de Dassault dit le plus grand mal à juste titre ? Pourquoi on n'a pas juste des drones et des essaims de drones ? À quel moment on va enfin basculer entre l'armée rêvée d'hier et l'armée nécessaire de demain ? Il y a une appréhension. Je ne sais pas si vous vous rappelez Claude Lanzmann, quand il faisait le film Shoah, il disait qu'il y avait une appréhension quasi physique chaque fois qu'il prenait l'avion direction l'Est. Parce que l'Est, c'était les grandes guerres très brutales, c'était Auschwitz, c'était le Goulag, c'était les pogroms. C'était eux les barbares. Oui, mais c'était ce monde, disons, de brutalité nationale, de guerre nationale, d'une force pour le meilleur et pour le pire. Parfois de grand courage, mais aussi de grande cruauté. Et on a vu ça en Yougoslavie. Alors, il y a la part un peu légendaire, mais on retrouve quelque chose de ça aujourd'hui. Bien sûr, mais la force chez nous est le dernier refuge de l'incompétence. Quand vous discutez avec les stratèges russes, ils vous regardent avec des grands yeux en disant pas du tout. La force est un élément utile, nécessaire. Oui, on commence par taper. On dit les choses brutalement. Oui, on tape d'abord, on discute ensuite. Le principe de la doctrine militaire russe depuis l'Empire, hein, le rédacteur de la doctrine militaire en russe est un colonel devenu général par ailleurs de l'académie impériale militaire. Et il dit, nous, ce qu'on fait, c'est l'escalade pour la désescalade. On tape d'abord, on discute ensuite. Vous discutez d'abord et vous tapez ensuite. Évidemment, vous êtes toujours en retard d'un mouvement. Bon, à un moment, il y a un équilibre et on arrive à se mettre d'accord. Mais vous ne comprenez pas comment nous fonctionnons. Et non seulement on ne comprend pas, mais surtout, ce que j'avais indiqué Au commencement était la guerre, on ne sait pas lire. Or, la doctrine militaire russe depuis 1999, y compris les éléments cachés, elle est archi connue. On va y venir. Identifiée et identifiable. Écoutez d'abord Trump, puisque c'est lui en quelque sorte qui est dans le rôle assez étrange de porte-parole, de porte-voix. Il donne les nouvelles, il appelle Poutine. D'ailleurs, il y a eu deux versions. J'ai entendu téléphone d'1h15, après il a dit 2h15. En tout cas, s'ils ne se sont parlé de 2h15, il y a de quoi dire. Et avec les arrêts de jeu. Avec les arrêts de jeu et l'interprétation. Écoutez ce qu'il dit sur ce que sera, selon lui, la riposte des Russes. Il y a de nouveaux combats qui vont se dérouler. Vous savez, Poutine a attaqué et les Ukrainiens ont riposté assez durement. Ils ont ciblé dans la profondeur le territoire russe. Poutine m'a dit, nous n'avons pas d'autre choix que de riposter et ça ne sera probablement pas beau à voir. Je n'aime pas cela. Je lui ai dit de ne pas le faire, qu'il devrait arrêter, mais encore une fois, il est très en colère. Alain Bauer, d'abord l'attitude de Trump, l'impression qu'il se met tout à coup un peu en spectateur. Il dit, je lui ai demandé de ne pas le faire, mais enfin, il n'y met pas une passion folle, quoi. Il voulait régler cette affaire en 24, 48, 72... 100 jours. 100 jours. Il se rend compte de la difficulté qu'il y a à entrer sur un territoire très compliqué, à la fois symbolico-historique, avec une obligation pour Vladimir Poutine d'arriver au bout de ses exigences, d'abord territoriales, récupérer tout le Donbass, il n'a toujours pas réussi, régler la question de Zaporijjia, elle n'est toujours pas réussie non plus, et puis poser la question de l'après. C'est-à-dire neutralité de l'Ukraine, l'Ukraine dans l'Union européenne, oui, dans l'OTAN, non, la capacité, bref, les exigences russes. Et dans un premier temps, Donald Trump a pensé que sa relation supposée avec Vladimir Poutine allait permettre qu'il fasse une espèce de pacificateur en chef en disant aux Ukrainiens, vous lui donnez tout ce qu'il veut et ça ira bien. Il se rend compte d'abord que les Ukrainiens, c'est pas si facile, qu'ensuite ils ont des capacités militaires réelles, et enfin que Vladimir Poutine, il obéit pas aux ordres parce que depuis 2008, il se prépare à une guerre complète, totale et réelle contre l'Occident. Depuis l'affaire yougoslave, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a été le déclencheur chez le patron de Poutine, Evgeny Primakov, de nous avons cru pendant des années que nous étions les méchants et que les Occidentaux étaient les gentils. C'est pas vrai, nous sommes les mêmes. Nous devons nous préparer à un conflit majeur avec l'Occident. Ils n'ont pas digéré ça. Ça fait 25 ans que la Russie se prépare à un conflit majeur avec l'Occident, sous le regard de l'Occident qui dit « Mais non, c'est du blabla, c'est du vent, c'est de la fumée ».
alors qu'ils passent leur temps à nous le dire, nous l'écrire, pas le chanter, mais quasiment, et de réunion à Munich en réunion à Munich, invité à la convention de l'Alliance Atlantique, il répète la même chose, Vladimir Poutine, en 2008 à Bucarest ou Budapest, et on se rend bien compte que nous n'y croyons pas. Alors que lui dit très clairement et de manière répétitive, structurée et volontaire la même chose. Il a tout préparé. Il ne s'est pas rendu compte que l'Ukraine allait résister parce qu'il a vraiment cru qu'il allait être accueilli en héros à Kharkov-Kharkiv, parce que c'est vraiment l'espace de la résistance de la langue russe et de la culture russe. Et en fait, Kharkov-Kharkiv s'est rebellé comme les autres et il se trouve dans cette situation impossible de finir avec un succès par rapport à l'objectif. Or, l'objectif n'est toujours pas atteint, c'est-à-dire la totalité du Donbass. Le risque d'une riposte nucléaire tactique. Venons-en à ça, puisque Kellogg, c'est l'envoyé spécial de Trump, l'articule. Il dit « Les niveaux de risque augmentent considérablement ». Ce qui s'est passé ce week-end, dans le domaine de la sécurité nationale, il faut comprendre que lorsqu'on attaque un élément du système de survie d'un adversaire, il parle des Russes, la triade nucléaire, le niveau de risque augmente car on ignore ce que l'autre, quand, va faire. On n'est pas sûr. Et il faut bien rappeler que Kellogg le dit, administration Trump, et auparavant Blinken, administration Biden, l'avait dit aussi. Oui, bien sûr. C'est écrit dans la doctrine militaire russe, mais c'est écrit dans la doctrine militaire américaine, et il semblerait que ça soit pas loin de notre propre vision, en tout cas celle du général de Gaulle, sur la doctrine militaire française. En fait, la survie existentielle d'un État, c'est l'invasion absolue, voilà, principe de Masada chez les Israéliens. Hein. Si nous sommes envahis, on perdra peut-être, mais il n'y aura plus personne pour gagner. Voilà. Donc c'est leur logique nucléaire dans un tout petit pays sur lequel la tentative d'invasion est un risque permanent, puisque c'est quand même très petit, Israël, en longueur et surtout en largeur. Deuxièmement, c'est la mise en cause de la triade nucléaire. La triade nucléaire, elle est assez simple, elle est aérienne, terrestre et les sous-marins. Alors, les sous-marins, c'est le plus difficile à traiter, donc on considère toujours que tant qu'eux ne sont pas mis en cause, il est toujours possible pour un pays d'eux. C'est le terrestre, un certain nombre de pays ont arrêté le terrestre, et puis c'est le vecteur aérien qui a été très durement touché par les opérations menées par les Ukrainiens, qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, où ils le faisaient et pourquoi ils le faisaient, car je pense qu'ils veulent créer un principe de... c'est un peu comme en chimie, un moment où il va se passer quelque chose. Parce qu'ils en ont marre que ça dure aussi longtemps. Quel serait le coût? Parce qu'au fond, les Russes, vous le dites, il y a une dimension peut-être imprévisible, mais enfin il y a une dimension quand même de calcul. Oui. Si les Russes utilisaient une arme nucléaire tactique contre, par exemple, une garnison ukrainienne pour marquer cette espèce de progression, quel serait pour eux le coût? Qu'est-ce qui se passerait dans les heures, dans les jours qui viennent? Des condamnations et après? C'est les États-Unis qui ont la main. Ils sont les seuls à avoir, des armes nucléaires tactiques en Europe, et deux, ils sont les seuls à pouvoir décider que c'est admissible ou inadmissible. Certains généraux américains, je crois que c'était Petraeus notamment, avaient dit, mais il n'est plus en fonction, il avait dit en théorie, les Américains répondraient par des frappes conventionnelles sur un certain nombre de lignes de commandement russes. Est-ce que ce serait le cas aussi sous Trump, selon vous? Le problème, c'est que l'Ukraine n'est pas membre de l'Alliance. L'Ukraine n'a jamais été membre de l'Alliance, et l'Alliance n'a jamais véritablement voulu que l'Ukraine soit membre de l'Alliance, y compris dans les 10 ans qui ont suivi la chute du mur de Berlin, 89-99. La consigne « pas un centimètre à l'Est » a été strictement respectée par tout le monde. Les Français, les Anglais, les Allemands, les Américains, les Italiens, et surtout les puissances nucléaires. Quand il y a eu l'entrée dans l'Union européenne et dans l'Alliance de tous les pays, ce sont tous les pays hors du champ de l'interdit voulu par Mikhaïl Gorbatchev, pas par Boris Eltsine ou par Vladimir Poutine. C'est-à-dire à peu près tout, sauf Kaliningrad, la Géorgie, l'Ukraine. Quand la Géorgie a bougé un petit doigt, la Russie est intervenue militairement. Il a fallu l'intervention du président Sarkozy, président français et président de l'Union européenne, pour trouver une solution qui a perdu une partie de la Géorgie, mais qui a empêché qu'elle soit totalement envahie, même si politiquement, on voit mal la différence. Mais on n'a pas répondu, Alain. On n'a pas répondu. C'est-à-dire, quelle serait, hypothétiquement, la réaction? Il n'y aura pas de réplique. Vous avez passé toute la journée des jurys d'examen. Il n'y a pas de réplique. Vous faites comme vos étudiants, c'est-à-dire, on vous pose une question et vous faites un long développement. Alors, il n'y aura pas de réplique nucléaire. Il n'y aura pas de réplique nucléaire ou conventionnelle sur la Russie. Ça, on peut l'imaginer, puisque même... Est-ce que ça pourrait être même en dessous? Est-ce qu'on pourrait imaginer que les États soient un peu attentistes?
Que les États-Unis soient attentistes. Où voulez-vous qu'ils interviennent ? Je pose la question. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'espace autre que l'Ukraine où intervenir. C'est l'Ukraine qui est en partie occupée. Alors, il pourrait y avoir une riposte conventionnelle lourde sur des territoires ukrainiens occupés par la Russie. Point. Pas plus Il n'y aura que ça. rien d'autre. Non. Parce que c'est déclenché, effectivement, la guerre contre la Russie. Ce que vous dites est assez troublant. Vous êtes en train de nous dire que les Russes pourraient tenter, on parle d'hypothèse, mais c'est quand même une hypothèse dont Blinken a parlé, dont Kellogg a parlé, pourraient tenter une opération nucléaire tactique et qu'au fond, le coût politique pour eux, en tout cas le coût militaire immédiat, ne serait pas colossal. Le coût politique pourrait être important sur le Donbass ou la Crimée. Bien sûr. La perte les Chinois la perte de la Crimée pour la Russie ne serait pas anodine, parce que c'est une histoire encore plus ancienne que 2008. Non, que 2022, pardon. Non, la réalité est qu'une frappe à l'intérieur du territoire russe par des forces conventionnelles ou non conventionnelles de l'Alliance occidentale, de l'OTAN ou des États-Unis reste très improbable. Une impossibilité. Il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, une contre-offensive brutale et puissante sur les territoires ukrainiens occupés est une vraie possibilité. Elle ne pourra pas être nucléaire tactique pour des raisons évidentes. Alain Boer, tant de choses tournent autour de Trump sur les hypothèses. Que ferait-il ? Que ne ferait-il pas ? Il faut évidemment s'arrêter sur ce qui se passe à Washington et le divorce entre Musk et Trump. Et c'est très long à rappeler parce qu'il y a tellement de tweets maintenant, d'insultes, etc. On ne sait plus très bien comment faire la chronologie. En gros, Trump qui attaque en disant Elon était à bout de force, je lui ai demandé de partir, il est devenu complètement fou. Deuxième acte, la réponse de Musk qui mouille Trump dans l'affaire Epstein. Il est temps de lâcher la vraie grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Passe une bonne journée, Donald, au revoir. Comment est-ce que vous comprenez ce sursaut de haine entre deux hommes quand même qui ont gagné ensemble? Ils ont eu une victoire, ils se sont beaucoup aidés l'un l'autre. Vous connaissez l'histoire des crocodiles dans le même marigot? Eh bien, nous avons l'histoire du crocodile dans le même marigot. Pour ne pas faire de révélations trop importantes pour l'avenir de votre chaîne, vous avez un très grand connaisseur des États-Unis qui dirige votre chaîne, Guillaume Debray, avec qui nous avions fait un pari en expliquant que ça ne durerait pas jusqu'à septembre. Mais on pensait que ça durerait encore un peu. L'accélération, elle est liée à quoi? Elle est liée à la problématique des intérêts politique de Donald Trump versus les intérêts financiers et économiques ou industriels d'Elon Musk. Ils sont en confrontation totale sur plusieurs sujets, dont le plus important est Tesla, mais pas seulement. Il y a des divorces à l'amiable, il y a des divorces un peu arrondis. Pas avec des égos pareils. Ouais. Non, là, quand on a un égo à ce point développé, et celui d'Elon Musk, il ne faut pas le sous-estimer. Vous voyez, le jeune Elon Musk, vous comprenez assez rapidement où se situe la variable. Et puis, il a d'autres concurrents beaucoup plus impressionnants que lui, beaucoup plus politiques que lui, beaucoup plus cultivés que lui, comme Peter Thiel, qui eux sont en train de prendre le contrôle réel de la partie financiero-économique de l'administration. Et lui, il est dépendant. Les autres sont indépendants. Qui peut tuer l'autre? Rappelez-vous, il y a parfois certains grands monopoles ou certaines grandes sociétés dont l'État américain a cassé les reins. Oui, AT&T. Voilà. Est-ce que ce type de scénario peut exister? Il coupe les budgets. La vie de Elon Musk ne vit que par la dette. La dette, elle est compensée par des actions de ces entreprises qui elles-mêmes ne vivent que par la subvention. C'est assez facile. Quand quelqu'un coupe le robinet, soit vous avez une baignoire pleine, soit vous avez une baignoire vide. Donc, Elon Musk, il a une baignoire vide avec beaucoup de fuites. L'homme fort reste Trump dans le rapport de force. L'homme Trump reste Trump et la constellation autour de Donald Trump. Car les autres hiérarques de la Silicon Valley, notamment, n'aiment pas beaucoup Elon Musk. De ce point de vue-là, il n'est pas en position de force. La brutalité atavique de Trump, il y a quelque chose chez lui. On peut s'arrêter une seconde à cette séquence incroyable. On est le 6 juin, débarquement. Le chancelier Merz était hier dans le bureau ovale. Et il essaye de faire un peu le malin. Il essaye de faire la comparaison entre 1944 et aujourd'hui pour dire vous devriez faire comme les Américains à l'époque, vous engagez beaucoup plus. Et écoutez de quelle manière Trump casse complètement sa comparaison en lui disant juin 1944, c'était pas un jour très agréable pour vous. Écoutez, la réponse de Merz, c'était pas mal. Les deux se débrouillent pas mal, c'est vrai. Mais écoutez l'un et l'autre. Puis-je vous rappeler que nous sommes le 6 juin demain. C'est l'anniversaire du D-Day, lorsque les Américains ont mis fin à une guerre en Europe. Et je pense que cela est entre vos mains, et en particulier entre les nôtres. Ce n'était pas un jour agréable pour vous? Non, ce n'était pas agréable. Eh bien, à long terme, Monsieur le Président, cela a été la libération de mon pays de la dictature nazie. Et nous savons ce que nous vous devons.
Ah, ça, c'est Trump le sniper. Hein. Il a cassé l'argument de l'autre comme ça. Ça s'est mieux passé qu'avec ses invités précédents, que ce soit le Sud-Africain, Zelensky évidemment. Emmanuel Macron s'était pas trop mal débrouillé dans le genre amical, je corrige sans... Enfin, c'est la correction amicale. Mélanie habile aussi. Ouais. Très bien, mais merde, ça a été très bon. Comment est-ce que vous comprenez l'obsession un peu anti-allemande de Trump? Moi, j'ai entendu de mes oreilles Jared Kushner dire à quel point, et d'ailleurs il y a une part de vérité, que Hitler a été très populaire. En 1933, quand même beaucoup d'Allemands ont voté Hitler. Et jusqu'en 1945, il y avait une popularité d'Hitler, des nazis, chez les Allemands. Ça sont des réalités que Trump adore rappeler et que son gendre adore rappeler. Mais enfin, ça ne se fait plus aujourd'hui. C'est politiquement un peu inconvenant. Pourquoi il le rappelle à ce point-là? D'abord, vous savez comment ça a commencé, la visite du chancelier Merz. Il est venu avec le certificat de naissance, son grand-père, qui s'appelait Trump. Et donc, il en a fait des tonnes pour le charmer. Mais malgré tout, on sent qu'il y a un arrière-goût anti-allemand. Pourquoi? Parce qu'ils en viennent. C'est le problème de l'immigré, c'est que c'est un peu compliqué, hein, de temps en temps. C'est ça. Je ne suis pas psychiatre de salon, mais je pense qu'il y a un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. Quand on rappelle à Donald Trump qu'il n'est pas l'Américain de souche, de racine, et qui est là depuis Pocahontas, puisqu'il aimait bien se moquer d'une sénatrice démocrate, Madame Warren. Il a une obsession allemande, les voitures allemandes, les BMW, etc. Ça vient sans arrêt. On a l'impression vraiment que... Alors, Madame Merkel, il la haïssait. Là, avec Merz, ça se passe un peu mieux. Oui, il se débrouille mieux. Franchement, hein, je pense qu'il faut regarder dans l'émission précédente, on disait qu'il faudrait regarder le Merz en boucle. C'est une bonne idée. Je pense que c'est pédagogique sur l'art et la manière de traiter de ce type de problème. Mais vous ne pouvez pas supprimer la psyché personnelle, ni le fait que l'homme qui a façonné Donald Trump, c'est Roy Cohn. Et Roy Cohn, c'était le spécialiste de la bataille, la guerre, on n'avoue jamais, on ne recule jamais, on ne s'excuse jamais, et on tape, et on tape, et on tape. On va dire qu'à la différence de la doctrine russe, chez Donald Trump, c'est l'escalade pour l'escalade. Mais c'est un choix qui n'a pas si mal fonctionné. Alain Bauer, la particularité militaire de Trump, on a l'impression qu'il y a plein de domaines où il est prêt à tout, à baisser les budgets, à tailler, etc. Pas l'armée. 1000 milliards de dollars. La conscience que, notamment l'effort nucléaire, l'effort militaire est très important. L'administration Trump et de tous ceux qui en dépendent, qui mettent à l'honneur le B-47, qui mettent à l'honneur les bombes B-61 version 13. Oui, ils investissent là-dessus, mais c'est pas leur sujet essentiel. Hein. Ça, c'est gros, c'est lourd et ça se voit. Beaucoup d'argent. Oui, mais grosso modo, chacun va découvrir que ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que ce qui est important maintenant, c'est les drones. Les Chinois ont une capacité de fabrication de 700 000 drones par mois. Par mois. Leurs outils aujourd'hui sont des porte-drones. Leurs outils sont des outils de débarquement. Quand je dis il y a la guerre qui est et la guerre qui vient, elle est quand même en face de nous. L'affaire Taïwan va être un test pour savoir si les États-Unis sont capables à la fois de soutenir un processus de réarmement alors qu'ils avaient fermé la plupart de leurs usines, un processus de maintien du soutien à l'Ukraine et une éventuelle intervention ou pas pour sauver Taïwan. Et de ce point de vue-là, l'ambiguïté de l'ambiguïté dans l'ambiguïté crée des problèmes très compliqués à l'administration américaine. Alain Bauer, menace sur Taïwan. Oui, voilà, vous avez vos livres. Alain Bauer, j'ai l'impression que vous avez un livre, vous avez comme ça des livres sous le manteau, et hop, voilà. Hein, écoutez, le troisième sera plus pacifique, mais il y a quand même des sujets qu'il faut prendre en considération. Or, de ce point de vue-là, l'administration américaine va être face à 3 problèmes. 7 000 milliards de dettes à refinancer cette année. Ça, c'est le problème de la guerre économique et financière. Deuxième problème, c'est le réarmement militaire et l'idée d'avoir une doctrine militaire. Elle est totalement orientée vers la Chine et l'alliance Russie-Chine pose un problème majeur à l'administration démocrate comme aux administrations républicaines. Et puis le troisième, c'est où est l'Europe ? Parce que dans l'ensemble du chaos européen, il y a quelques réarmements en cours, notamment allemands, mais surtout polonais, affaiblis par l'élection du candidat qui est celui du camp ultranationaliste et pas du camp libéralo-européen. Donc on est face à une Europe qui n'arrive toujours pas à trouver sa voie et avec des besoins qui sont que M. Merz, M. Starmer, le président Macron et Mme Meloni arrivent à se mettre d'accord sur quelque chose
contre tous les autres. Mais vous allez avoir bientôt Viktor Orban, je crois, qui va venir vous expliquer Ce sera dimanche. La vraie Europe. Alain Bauer, sans Europe, en tout cas, toutes les Europes s'entendent sur cette chaîne. Alain Bauer, on va découvrir ensemble un documentaire tout à fait remarquable sur la dissuasion nucléaire, sur l'héritage de la dissuasion nucléaire. Il faut quand même rappeler le rôle éminent du général de Gaulle. J'aimerais que vous disiez un mot de cela, c'est-à-dire aujourd'hui encore, à quel point la France est forte de cela. La souveraineté nationale française n'est forte que du général de Gaulle dans sa partie moderne et de Pierre Mendès France pour la partie nucléaire, car c'est lui qui signe le décret qui lance le programme nucléaire civil et militaire. Mais surtout, ce que le général de Gaulle a dit depuis toujours, c'est que la défense des intérêts souverains existentiels de la France ne s'arrêtait pas à ses frontières. Une circulaire secrète, mais désormais connue, des années 60, rappelle que nous devons être en situation d'intervention dès que le Benelux ou l'Allemagne sont menacés. Alors, l'Allemagne fédérale à l'époque, ce qui prouve que le débat qui existe sur où se situe notre champ d'intervention est un débat parfaitement idiot, car la question n'est pas de savoir où sont basées les armes nucléaires, nous n'en avons plus de tactique, mais nous en avons encore de stratégiques de très bonne qualité, mais où elles doivent intervenir, à partir de quel moment le président de la République peut appuyer sur le bouton nucléaire. Ça n'est pas à la frontière alsacienne, mais c'est un peu partout où les intérêts stratégiques sont menacés, y compris l'outre-mer, ce que tout le monde oublie. Et chacun réinterprète le général de Gaulle. Je propose plutôt de le lire. Il y a une intuition chez de Gaulle. La magie du nucléaire est quelque chose de fascinant. Je me rappelle une discussion avec un conseiller italien, Palekigi, qui me disait, Dario, là, tu te rends pas compte le fait qu'il y ait sur le sol italien 90 bombes, ou je sais pas combien, américaines, nucléaires, tactique, ça change tout. Bien sûr. Pourquoi à ce point-là ? Pourquoi le nucléaire détermine à ce point-là la puissance ? Alors, la présence, c'est lié à une logique post-guerre de Corée. La masse contre la technologie. Les Américains comprennent que la masse peut gagner contre la technologie conventionnelle, parce que quand on n'a pas peur de perdre 1, 2 ou 3 millions de personnes, la guerre de Corée, c'est 3,5 millions de morts, 4 ans de guerre à peu près, un peu comme la guerre d'Ukraine, plus d'1 million de morts probablement. Il y a blessé très grave, il y a un enjeu particulier, c'est qu'il faut à la fois de la distance, où est-ce que je peux projeter mon arme nucléaire, ça va, mais il y a aussi le positionnement qui est de dire attention, non seulement vous prenez le risque que je vous tire dessus, mais c'est une agression contre moi si vous agressez le pays dans lequel j'ai mis mes armes nucléaires. Il y a un double message. Vous éclairez le documentaire qu'on va maintenant voir ensemble, documentaire signé Bertrand Koch, Pierre Limpens avec Candice Lefebvre.